vais vous poser la question au départ. Quand vous m'avez posé un sujet, vous m'avez dit... Attendez, je vous passe Éléonore... Oh, pardon. Vous m'avez dit, Éléonore, reine de France, la reine chérie de Brantôme. Ah non, j'ai jamais dit ça. Enfin, la reine qu'aimait Brantôme. Alors, j'étais étonnée parce que, bon, évidemment, j'ai même vérifié, Éléonore ne figure pas dans les reines illustres, mais est-ce qu'il l'a tellement appréciée ? Alors, je vais vous répondre. Ce n'était pas effectivement exactement ce que j'ai dit. Je souhaitais, sans doute trop optimiste, à partir d'une relecture de Brantôme, essayer de voir si, à travers cette reine, on pouvait faire émerger la notion de bonne reine selon Brantôme. Et j'ai péché par excès d'orgueil, n'étant pas sésiémiste, comme je l'ai déjà expliqué hier, et je me suis rendu compte cet été, en relisant Brantôme, qu'il n'y avait pas de quoi arriver à l'objectif que je m'étais initialement fixé. Et c'est pourquoi j'ai changé de titre en chemin et que je me suis contenté comme titre du titre que j'ai donné. Je vais d'abord vous présenter, monsieur. Vous êtes maître de conférence à l'université de Bordeaux et je ne sais pas ce que c'est exactement que le SPE d'Aquitaine. Ça va être un long débat. L'ESP d'Aquitaine est aujourd'hui l'établissement qui est chargé de former les enseignants du primaire et du secondaire, qui a pris la succession des IUFM. Ah bon, mais étant retraité, je n'ai jamais enseigné à l'ESP d'Aquitaine. Alors, le sujet que je lis, et vous me direz s'il est bon, fragment sur une reine de France oubliée, Éléonore d'Autriche. Absolument. Bien. Et elle a un rapport quelconque avec Brantôme ? Brantôme nous en parle, notamment, vous allez peut-être voir ce que je vais vous en dire. Je vous laisse. Je vous remercie. J'avais prévu aussi de vous montrer quelques images, mais hélas, je crois que ça sera sans images. Donc, je vais commencer parce que sinon, cela risquerait peut-être de nous mener tard. Alors donc, Élisabeth, voilà, je suis totalement perturbé. Éléonore d'Autriche, merci. Sœur aînée de Charles Quint et la deuxième épouse de François Ier. Elle est née à Bruxelles en 1498, de l'union entre le Sud et le Nord. Sa mère, Jeanne la Folle, est la fille des rois catholiques, Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon. Son père, Philippe le Beau, est le fils de Marie de Bourgogne et de l'empereur Maximilien Ier de Habsbourg. Elle a été, comme son frère Charles Quint, élevée par Marguerite de Bourgogne, sœur de son père, qui lui a fait donner une éducation soignée de princesse de la Renaissance, totalement dévouée au service des projets politiques et matrimoniaux de sa dynastie. Mariée une première fois au roi Manuel Ier, le fortuné roi de Portugal, qui avait près de 2 fois son âge et était déjà veuf de 2 de ses tantes, elle s'est trouvée veuve une première fois à 23 ans. Obéissant au projet de son frère Charles Quint, elle retourna en 1523 auprès de lui, non sans avoir laissé au Portugal une enfant de 2 ans, l'infante Maria, que Brantôme rencontra et dont il nous parle, qu'elle pouvait espérer retrouver peu de temps après. Les politiques dynastiques en décidèrent autrement, et la rencontre des 2 femmes eut lieu seulement en 1558, 35 ans plus tard, et quelques jours avant le décès d'Éléonore. Pathétique, récurrente et obsessionnelle, sa quête des retrouvailles avec l'infante Maria de Portugal constitue son drame personnel. Il précipita sa fin, mais cela est une autre histoire. Éléonore a 32 ans lorsqu'elle devient reine de France en 1530. Ce mariage, qui n'est pas dans le style des Habsbourg, intervient dans le contexte très particulier des guerres d'Italie, dont il a déjà été parlé, et du traité de Madrid, qui fait suite à la cuisante défaite de Pavie, où le roi François Ier a été fait prisonnier.
Il ne s'agit pas ici, en effet, d'une consolidation d'amitié traditionnelle, mais d'une union matrimoniale destinée à rapprocher les deux principaux souverains ennemis qui s'affrontent durant la première moitié du XVIe siècle sur les champs de bataille italiens. La proposition en revient, semble-t-il, au roi de France, pour lequel elle n'est sans doute d'abord qu'un choix stratégique très immédiat, avant de devenir la garantie de l'enjeu principal du traité, la construction d'une bonne paix universelle ou d'une paix perpétuelle, donc durable. Elle place la nouvelle reine de France dans une situation assez inédite, car si elle symbolise la paix, celle-ci ne fut guère durable, et François et Charles demeurèrent ennemis, et la reine se trouvait dans une position bien difficile entre un mari qu'elle aimait et un frère dont elle était et restera la meilleure sœur. Devenue veuve en 1547, elle quitte discrètement le royaume l'année suivante, après 17 ans de règne, et rejoint son frère Charles et sa sœur Marie de Hongrie aux Pays-Bas. Elle les suit en Espagne 2 ans plus tard, où ils décèdent tous les trois en 1558. Comme le rappelait Madame Lazare lors du colloque Brantôme et les grands de l'Europe, Brantôme ne s'est intéressé qu'aux grandes dames pour lesquelles ma plume vole. Et force est de constater qu'il n'a consacré à Éléonore d'Autriche aucun des 7 discours qui composent le premier volume des Dames, ni même d'ailleurs un chapitre conséquent de l'un de ceux-ci, comme il le fit pour la discrète Claude de France, première épouse de François Ier, à laquelle il consacre un peu plus de 2 pages du 6e discours, lequel évoque globalement un certain nombre de princesses illustres de la Maison de France, il est vrai. C'est donc dans toute l'œuvre qu'il faut chercher patiemment des mentions de la reine, car s'il ne porte pas de jugement d'ensemble sur son règne, Pierre de Bourdeille fournit quelques informations intéressantes sur des faits et surtout sur la mémoire qu'en a conservée le second XVIe siècle. Les sources variées de Brantôme, que l'on a déjà évoquées ici, mêlent les récits qu'ont pu lui faire les femmes de sa famille, sa mère, sa grand-mère, sa tante Dampierre notamment, aux informations livresques de Brantôme et notamment aux mémoires de Martin du Bellay qui figurent en tête de l'inventaire de la bibliothèque qu'il possédait selon l'étude d'Henri Aumont, ou encore de témoignages plus ordinaires comme des chansons du temps qui chantait les mérites de cette reine et dont j'aurais pu vous montrer quelques paroles si toutefois l'informatique avait voulu répondre présente. Et donc c'est dans différents textes de Brantôme, Les Grands Capitaines, le second recueil des Dames, dans d'autres pièces encore, qu'il faut chercher des informations sur cette reine. Et ces informations, si elles sont peu nombreuses, elles sont tout à fait précieuses, elles constituent un puzzle à reconstruire par l'historien, celle d'une source indirecte, secondaire et mémorielle, qui permettent de préciser le contour d'un personnage et d'un règne qui quasiment disparaissent alors des ouvrages d'histoire. 3 aspects d'inégale importance me semblent à retenir. Le premier, c'est sur le rôle politique de cette reine. Brantôme, qui n'est encore qu'un enfant lorsqu'Éléonore quitte le devant de la scène politique en 1547, pointe tout d'abord la singularité de la situation et l'inconfort dans laquelle se trouva placée la nouvelle reine. Elle avait, écrit-il, épousé François Ier par la prière et persuasion de l'empereur afin qu'elle servît d'un sceau très ferme pour assurer une paix et tout un repos public. Encore que la matière du sceau ne tint longuement, car la guerre s'en ensuivit peu après, aussi cruelle que jamais. Mais la pauvre princesse, et il écrit pauvre, princesse n'en pouvait mais, car elle y rapportait tout ce qu'elle y pouvait. Et malgré cela, le roi, son mari, ne l'en traitait pas mieux, car il en maudissait fort l'alliance, ainsi que j'ai ouï dire. Brantôme se trompe sur un point, ce n'est pas Charles Quint qui avait promis, lui, sa main au connétable de Bourbon, mais comme l'indiquent plusieurs sources, dont Martin du Bellay, Éléonore, qui choisit François Ier, lequel aurait, dans les négociations du traité de Madrid, avancé cette proposition
pour contrer son vassal Félon. Il reste que scellée après de longs mois de tergiversation, la paix entre Charles Quint et François Ier fut en effet de courte durée. Signé en 1526, le traité de Madrid arraché au roi de France alors qu'il était prisonnier de son rival n'entra en application qu'à partir de 1530, après que François Ier eut recouvré la liberté en échange de la captivité de deux de ses fils, puis que la paix des dames entre Louise de Savoie, sa mère, et Marguerite d'Autriche, la tante de Charles et d'Éléonore, eût été signée à Cambrai en 1529 et qu'une immense rançon eût été payée qui permit le retour en France des enfants royaux accompagnés de leur future belle-mère. Puis la paix est rompue dès 1535-1536 et Éléonore se trouve donc, on pourrait dire, coincée entre un mari et un frère dont tous les deux ont la même ambition, construire une suprématie européenne. Elle a essayé de favoriser le rapprochement entre ces deux ennemis, de favoriser la paix, tout en restant fidèle à son royaume d'adoption. Et cette position difficile l'a condamnée à la méfiance du roi de France, à la méfiance de son frère Charles Quint et aussi, sans doute, au silence de l'histoire qui a minoré son rôle. Quelle qu'ait été en effet sa loyauté à l'égard de son époux, elle ne pouvait être épargnée par la campagne de dénigrement orchestrée par le pouvoir et alimentée par les gens de plume de François Ier. Ceux-ci ont construit, excepté durant la période 1538-1540 qui voit un réchauffement des relations entre les deux souverains, une vision très noire de Charles Quint, en jouant habilement sur vérité et omission. Si Éléonore fut relativement épargnée par leurs critiques, parce que François Ier, qui la trompa, on le sait, sans retenue, lui sut toujours gré d'avoir protégé ses fils pendant leur captivité, ils commencèrent à édifier un mur de silence autour de son règne. Pour autant, son rôle ne fut pas totalement négligeable, car au-delà du symbole, eh bien, cette reine essaya donc de jouer un rôle politique. Or, avec les progrès de l'absolutisme en France, désormais, la reine est reléguée, pourrait-on dire, à la sphère privée, et elle a évidemment un rôle politique extrêmement restreint. C'est surtout le cas en ce qui concerne la politique intérieure. Mais en ce qui concerne la politique internationale, de par sa relation étroite avec Charles Quint, Éléonore d'Autriche a été amenée à participer activement à différentes négociations qui interviennent après chaque conflit. Et on peut repérer au moins 3 de ces interventions et que l'on peut lire notamment chez Brantôme. D'abord, ces interventions, elle les fait en s'appuyant sur un réseau interne et externe. Interne, c'est notamment autour du connétable de Montmorency, ce qu'on a pu désigner sous le terme de parti de la paix ou parti espagnol, selon le point de vue qui était retenu. Et puis, à l'extérieur, eh bien, des personnages qui souhaitent la paix, notamment le pape Paul III, qui veut l'ouverture du concile et pour lequel la paix entre Charles Quint et François Ier est nécessaire, mais aussi Marie de Hongrie ou l'épouse de Charles Quint, Isabelle de Portugal, l'impératrice Isabelle, ces femmes étant peut-être plus sensibles que leurs maris, leurs frères ou pères, aux difficultés des situations et œuvrant pour la paix. Cette paix, Éléonore, elle l'a recherchée notamment dans les relations qu'elle a essayé de nouer avec sa sœur, Marie de Hongrie, qui depuis 1531 est gouvernante des Pays-Bas. Ces relations, elle ne peut les entreprendre qu'avec l'accord de François Ier, et on voit que souvent il est réticent et empêche les rapprochements de ces deux femmes qui, néanmoins, s'activent par secrétaire interposé,
par lettre qu'elles sont autorisées à écrire. François Ier autorise Éléonore à écrire à Charles Quint, et c'est ainsi que, en 1537, eh bien, elles obtiennent qu'une paix soit signée, laquelle paix est signée en Aragon en décembre 1537 à Monzón, comme le dit Brantôme, qui dit que ce sont ces deux femmes, Marie de Hongrie et Éléonore d'Autriche, qui ont signé la paix, et il s'est bien trompé parce que ni l'une ni l'autre ne sont présentes à Monzón au mois de novembre-décembre 1537, mais il témoigne d'une certaine manière de l'investissement de la reine dans le processus de paix. L'année suivante, en 1538, ont lieu des rencontres entre François Ier et Charles Quint dans le sud de la France, à Aigues-Mortes, et Éléonore y participe activement. Une troisième fois, lorsque les hostilités ont repris, c'est la 9e guerre d'Italie qui s'est développée à partir de 1542 et que les batailles s'enlisent après que la France victorieuse à Cérizole ne profite pas de son avantage pour s'emparer de Milan, eh bien, une nouvelle fois, on a recours aux faiseurs de paix et on voit François Ier solliciter sa femme pour qu'elle fasse l'intermédiaire avec Charles Quint, et son confesseur, Gabriel de Guzman, que Brantôme appelle le moine de la paix, est directement envoyé vers l'empereur pour négocier la paix, qui intervient le 18 septembre à Crépy en Laonnais. Donc, cette reine, si elle n'est pas très présente chez Brantôme, l'est au moins à travers les interventions qu'elle a eues dans les relations internationales sous le règne de François Ier. 3 interventions essentielles, interventions dont la réussite est limitée puisque les guerres reprennent presque aussitôt, sauf en 1542, puisque pendant 10 ans, entre 1542 et 1552, les guerres cessent entre la France et le Saint-Empire. Résultat limité aussi, parce que Éléonore plaçait toujours dans ses négociations un chapitre, un article du traité de Madrid qui lui importait plus que tout autre. C'est l'article 19 qui prévoyait l'union de sa fille, Maria de Portugal, laissée au Portugal, avec un des fils du roi de France. Et chaque fois, elle essaya de positionner cet article de manière à ce que sa fille puisse la rejoindre en France. De ce point de vue-là, c'est un échec total. Un second aspect qui m'a paru intéressant du règne d'Éléonore est donné d'une manière cette fois très très indirecte par Brantôme, mais il n'en est pas moins, me semble-t-il, intéressant. En effet, si l'on fait une approche prosopographique, alors une biographie collective des gens de cour contemporains de Brantôme et qui apparaissent dans son œuvre. Un certain nombre d'entre eux, dont je pourrais vous lire la liste, mais cela serait peut-être un peu fastidieux, vous la lirez si vous lisez ces textes, un certain nombre de ces personnages, un peu plus d'une quarantaine, ont en commun d'être présents dans l'œuvre de Brantôme comme étant des acteurs de la seconde moitié du XVIe siècle et être en même temps, ou avoir été, des proches d'Éléonore d'Autriche parce qu'ils ont appartenu à sa maison. Cette maison de la reine, Éléonore d'Autriche lui a donné sa consistance et toute son importance. Comme on le sait, c'est Anne de Bretagne qui a créé la maison de la reine, mais lorsque Éléonore d'Autriche arrive en France en 1530, celle-ci n'est pas structurée, n'est pas très nombreuse. Avec la reine Éléonore d'Autriche, eh bien, on va avoir une maison de la reine beaucoup plus importante, plus de 200 officiers, et une maison de la reine surtout beaucoup plus structurée, car Éléonore d'Autriche a en quelque sorte importé ses expériences antérieures, bourguignonne, où elle a été élevée, castillane, où elle a déjà vécu une partie de sa vie. Or, en Castille,
depuis 1523, la Maison du Prince joue un rôle politique affirmé, portugaise aussi, tout ça pour structurer cette cour de la reine et lui en faire un lieu d'influence qui devient, j'aime pas trop le terme, mais c'est celui qui me vient maintenant, incontournable. On essaye de rentrer dans cette maison de la reine lorsque l'on veut jouer un rôle auprès du roi. Cette maison de la reine Éléonore, elle est composée d'anciens officiers des reines précédentes, Anne de Bretagne, Claude de France, d'anciens officiers qu'elle a ramenés avec elle de Bourgogne, d'Espagne, et qui la suivront toute son existence, y compris lorsqu'elle quittera le royaume de France en 1548, mais aussi de personnages qui aspirent à jouer un rôle important dans la vie politique française. Et par exemple, plus de 10 membres du clan Montmorency font partie des officiers de la reine Éléonore, sans compter leurs propres clients qui aussi entrent dans cette cour et y jouent un rôle important. On pense aujourd'hui, les historiens et surtout les historiennes qui se sont penchés sur ces maisons des reines de France, que c'est un peu grâce à cette reine effacée que la maison de la reine est devenue d'abord un outil d'influence avant de devenir, comme chacun sait, avec Catherine de Médicis, un lieu de pouvoir. Et sans doute, Éléonore d'Autriche a-t-elle préparé cela d'une manière particulièrement efficace en réorganisant cette maison de la reine. Et sur le sujet, je vais m'arrêter en laissant la parole à Brantôme, auquel on peut effectivement laisser volontiers le mot sur ce sujet. Quant à moi, je conclus que pour n'avoir vu cette grande cour de roi, celle de François Ier, mais des autres venus après, que rien ne fut jamais mieux introduit que la cour des dames. Bien souvent ai-je vu nos rois aller aux champs, aux villes et ailleurs, y demeurer, s'ébattre quelques jours, et n'y mener point les dames, mais nous étions si ébahis, si perdus, fâchés, que pour 8 jours que nous faisions de séjours séparés d'elles et de leurs beaux yeux, il nous paraissait 1 an, et toujours à souhaiter « Quand serons-nous à la cour ?» N'appelant la cour bien souvent là où était le roi, mais où étaient la reine et les dames. Mais je n'ai pas fini. Mais je n'ai pas tout à fait fini, car un troisième aspect, et je vais aller très vite, qui est intéressant sur cette reine Éléonore, c'est le portrait qu'en fait Brantôme. Parce que les portraits royaux, les portraits des grands à la Renaissance, qui est un genre qui est réinventé à la Renaissance, ne nous donnent à voir que ce que les gens qui se sont fait portraiturer veulent bien nous donner à voir. Et donc, ces portraits, ils obéissent à des règles qui sont celles de la convenance, que l'on appelle encore le décorum. Et donc, s'ils sont réalistes, ils sont en réalité un compromis entre la réalité et une vision idéalisée des sujets. Et donc, lorsque l'on voit le portrait d'Éléonore lorsqu'elle épouse François Ier en 1530, un magnifique portrait peint par Jos van Cleve qui se trouve à Vienne, mais dont des copies se trouvent dans différents musées d'Europe, on a là une reine fort belle, très fine, et on a évidemment l'impression que cette femme est sans défaut. Or, on ne peut guère avoir de précision autre parce que les gens ne s'autorisent pas à critiquer ces portraits de la reine. Tout au plus, peut-on lire sous la plume de l'ambassadeur de Ferrare, qui est présent au mariage d'Éléonore et de François Ier, qui se déroule dans les Landes, dans une abbaye aujourd'hui disparue. Il écrit à Renée de France, « Madame, si je pouvais juger des beautés d'une reine, donc convenant s'il ne peut pas juger des beautés d'une reine, je vous dirais qu'elle est très belle et très affable, qu'elle a les yeux et le nez bien faits, mais la bouche et les dents assez laides, surtout quand elle parle ou qu'elle rit.
Tout le reste de son attitude, pour le peu que j'ai vu, m'a semblé plein de grâce, etc., etc. 50 ans plus tard, Brantôme, lui, s'autorise beaucoup plus de liberté. Alors, il n'a pas connu directement Éléonore d'Autriche, mais il en a entendu parler, et en particulier par une de ses confidentes, Madame de Fontaine-Chalandais, dite la Belle Torcy, qui a été une membre importante de la maison de la reine Éléonore, et qui l'a même suivie après son départ de France aux Pays-Bas en 1548. J'ai ouï conter à Madame de Fontaine-Chalandais, dite la Belle Torcy, que quand la reine Éléonore, sa maîtresse, étant habillée et vêtue, paraissait une très belle princesse, comme il y en a encore plusieurs qui l'ont vue telle en notre cour, et de belle et riche taille, mais étant déshabillée, elle paraissait du corps une géante, tant elle l'avait long et grand, mais tirant en bas, elle paraissait une naine, tant elle avait les cuisses et les jambes courtes avec le reste. Il donne encore une dernière précision sur son physique, car lors d'un des nombreux voyages de la cour de François Ier, cette cour, remontant de la Provence vers Paris, s'arrête en Bourgogne, à la Chartreuse de Champmolles, où se trouvent les sépultures des ducs de Bourgogne. Et comme cela était habituel, la reine Éléonore a fait alors ouvrir les tombeaux de ses ancêtres, ducs de Bourgogne. Et quelle ne fut pas sa surprise de voir que la mâchoire forte, que l'on dit être le prognatisme typique des Habsbourg, n'est pas du tout, selon ce que nous en dit Brantôme, lié à l'ascendance Habsbourg, mais à celle des ducs de Bourgogne, notamment, et si j'avais pu vous le montrer, je vous aurais montré un portrait de Philippe le Hardi, où l'on le voit avec effectivement cette mâchoire très forte. En tout cas, et je vais m'arrêter ensuite, cette dame qui était l'or me dit qu'elle l'ouït, et que la dite reine le disait comme si y prenant plaisir, ainsi qu'elle avait raison, car la maison de Bourgogne valait bien celle d'Autriche, puisqu'elle était venue d'un fils de France, Philippe de Hardy, et qu'il en avait tiré des grands biens, de grande générosité et valeur de courage, car je pense qu'il n'en fut jamais 4 plus grands ducs, les uns après les autres, comme le furent ces 4 ducs de Bourgogne. On pourra reprocher que je m'extravague souvent, mais aussi il m'est aisé à pardonner, puisque je ne sais nul art de bien écrire. Absente Éléonore d'Autriche l'est ou presque de l'historiographie de l'histoire de France. Et ce n'est que récemment que les historiennes et les historiens s'attachent, dans le cadre d'une histoire qui tente à rendre à la femme sa véritable place, à réhabiliter son règne. Les fragments que consacre Brantôme à cette reine de France oubliée restent sans grand écho au XVIIe siècle, et la reine, pourrait-on dire, disparaît des écrans radars, même si elle trouve une petite place dans des ouvrages hagiographiques consacrés aux reines, dont la beauté et la piété constituent le principal mérite. Et puis, au XIXe siècle, elle disparaît définitivement des livres d'histoire. Certes, et je termine, Éléonore n'est pas un personnage historique de premier plan, mais une reine de France oubliée, dans un XVIe siècle, dominé par de fortes personnalités féminines dont, après l'histoire, la mémoire s'est emparée. Elle s'appelle Louise de Savoie, Marguerite de Navarre, Catherine de Médicis, Jeanne d'Albret, Marguerite de Valois ou Diane de Poitiers et Gabrielle d'Estrées. Sœurs, épouses ou mères ou maîtresses royales, les unes incarnent la volonté et le sens politique, les autres la beauté et la sensualité. Douce et bonne, effacée et soumise, Éléonore n'est pas de ces dames illustres. Elle n'est pas non plus des premiers rôles joués sur le devant de la scène de la géopolitique de la Renaissance européenne par sa grand-mère, Isabelle la catholique, par sa tante, Marguerite d'Autriche, ou par sa sœur, Marie de Hongrie. Et la petite place qu'elle occupe dans l'œuvre de Brantôme en est d'une certaine manière le reflet. Très inférieure à celle qu'il a consacrée à Charles Quint et Marie de Hongrie, Pierre de Bourdeille ne peut se voir reprocher ici d'avoir été un trop grand digresseur. Si elle n'est pas de ces dames illustres,
Il témoigne de son règne, qui ne fut pas complètement négligeable. Ses remarques aident à mieux cerner la personne, à mieux comprendre sa position singulière, celle d'épouse du principal ennemi de son frère, et à percevoir quel a pu être son rôle dans une période où la rivalité entre l'Espagne et la France occupe la première place dans les relations internationales en Europe. Je vous remercie. Question ? Apparemment, elle n'a pas eu d'enfant. C'est peut-être ce qui explique son faible rayonnement. Alors, elle n'a pas eu d'enfant avec François Ier, et ensuite, elle a eu une enfant au Portugal qui est une princesse très très importante de la Renaissance portugaise, une mécène très très importante, que Brantôme a rencontrée d'ailleurs et dont il fait de nombreuses louanges. Elle n'a pas eu d'enfant de François Ier, et par ailleurs, elle n'est pas enterrée dans le Panthéon royal à Saint-Denis, et elle a en quelque sorte disparu de la mémoire française. Elle se trouve à l'Escorial, où son neveu Philippe II a fait transporter ses cendres en même temps que celles de son frère Charles Quint, le père de Philippe II.